Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec un écrivain montréalais qui est poète, essayiste et critique littéraire, c'est Jacques Brault. Ses deux derniers livres sont L'En dessous, l'Admirable, publié aux presses de l'Université de Montréal, et aussi un recueil d'essais intitulé Chemin faisant aux éditions de la Presse. Jacques Brault a aussi publié des recueils de poèmes chez Grasset à Paris, et c'est lui qui a publié l'Alain Grandbois aux éditions Segers en France. Jacques Brault, vous aimez beaucoup les itinéraires. D'ailleurs, le mot « chemin » ne revient pas que dans un de vos titres, mais le mot « chemin » ou l'idée du chemin et du cheminement, on retrouve ça un peu partout dans votre œuvre. Alors, je vais vous demander de nous permettre d'emprunter un peu vos traces et de peut-être remonter à une trace assez lointaine. Quand vous dites « j'ai vécu ma première enfance presque à l'état sauvage », j'aimerais savoir ce qu'il était, ce petit sauvage de votre première enfance. Ben, c'est pas le sauvage qu'on entend comme étant l'Indien. C'était une sauvagerie intérieure. J'ai l'impression que je suis venu au monde, c'est l'impression que j'ai encore aujourd'hui, non pas en refusant le monde, mais vraiment en me sentant acclimaté, mais aussi dépaysé. Il y a le fait aussi que j'ai été pratiquement élevé. J'ai été éduqué, même pas dans la rue, mais dans la ruelle. Vous savez, autrefois, il y avait quand même pas mal de ruelles, avec quelques camarades comme ça, de conditions assez humbles. Et tout était improvisé, bricolé, même ce avec quoi on s'amusait. Et j'avais déjà, à cette époque, la tendance qui décontenançait mes camarades, tendance à me retirer parfois. Solitaire. Oui, c'était pas toujours gentil, je n'avertissais pas toujours. Une forme de solitude physique. Il me fallait, et même chez moi, même si c'était pas très grand, dans le logement qu'on habitait, de trouver un coin ou même derrière une porte où je m'isolais. Non pas à rien faire, je pouvais soit lire, déjà j'aimais la lecture, ou bricoler des objets. Mais j'avais ce besoin de solitude physique, de recueillement au sens physique du mot aussi, de ramasser mes morceaux, si je puis dire. Et là, vous parlez de votre enfance, votre première enfance. Oui, déjà j'ai un souvenir à 6 ans, 5 ans, et c'est comme ça que... Alors, pour mieux vous situer encore, à partir de ça, parlez-nous donc du milieu dans lequel vous étiez, le milieu social de votre famille. Ben, le milieu social, il est très simple à décrire. Enfin, moi, je suis né dans les années 30. Alors, déjà, on voit un petit peu ce que ça pouvait être au Québec. Mon père et ma mère étaient des gens assez peu instruits. Ma mère avait fait de peine et de misère un peu d'école primaire. Et puis, mon père l'avait terminé plus ou moins jusqu'en 9e année. Bon, pour toutes sortes de raisons. Mon père était un ouvrier manœuvre. Je me souviens qu'avec un peu de nostalgie, je dis si au moins il avait été plombier ou même charpentier, lui trouver, vous savez, une étiquette, un rôle social. Mais non, il était ouvrier manœuvre. Et chaque fois à l'école que je devais remplir les fameuses fiches là qu'on nous demandait de remplir en début d'année, quelle est la profession de votre père, ben, je m'étais ouvrier. Et un peu plus tard, peut-être qu'il y avait un petit peu de bravade là-dedans, je m'étais ouvrier manœuvre. Bon, alors bref, c'était assez pauvre. Et puis mon père, pendant très longtemps, pendant une bonne partie de sa vie, a souffert d'une maladie récurrente qui s'appelle l'érysipèle. Et à l'époque, bon, il n'était pas syndiqué, donc il y a eu beaucoup de chômage. Beaucoup de périodes de chômage. Il y avait 6 enfants à la maison, j'étais le plus jeune. C'était la pauvreté. Alors, c'était la pauvreté. J'ai connu un jour de l'an, mais mes frères et ma sœur en ont connu davantage avec presque rien sur la table. Enfin, je dis ça tout simplement comme ça. On n'était pas les seuls dans cette condition-là. Tout le quartier où j'ai grandi était plus ou moins dans cette condition-là. C'est à Montréal, ça? À Montréal. Vous aviez le goût de l'étude? De l'étude, oui. Jusqu'à un certain point. Disons le goût d'apprendre. De la lecture, davantage. Ah bon? Oui, ça, c'est
Je me souviens pas quand j'ai commencé à lire. Bien sûr, j'ai appris à lire comme tout le monde. Ça vous est venu tout naturellement, le goût de la lecture? Ah oui, oui, oui. Je chipais les volumes que mon frère empruntait à la bibliothèque. Lui, il les empruntait, moi, je les lisais. C'est peut-être pour ça qu'à l'âge de 15 ans, il s'est produit quelque chose, je crois, qui est un tournant là, dans votre vie. Vous avez dit à la dernière rencontre internationale des écrivains qui se déroulait ici au Québec, « Pauvre de langage, à 15 ans, je décide de devenir écrivain pour m'approprier un langage. » Oui. Oui, ben je pense que, enfin, sans élaborer là-dessus, c'est à peu près l'âge, on peut dire vers 12 ans, d'une espèce de, enfin, ce que les spécialistes appellent une conscience linguistique. C'est peut-être une expression torturée pour tout simplement dire que dans des conditions à peu près normales, à un moment donné, on se rend compte que le langage, c'est pas simplement un instrument, c'est pas simplement quelque chose hors de nous qu'on s'approprie pour le remettre hors de nous, c'est nous-mêmes. Que être sans langage ou être mal dans le langage, c'est exactement comme être mal dans sa peau, être plus ou moins en dehors de son corps même. Quand vous aviez 15 ans, vous n'auriez pas pu nous l'expliquer aussi clairement que maintenant, mais vous le sentiez. Je l'aurais peut-être dit de façon moins intellectuelle, peut-être encore plus vraie, plus immédiate, vous savez. Oui, parce que je souffrais, comme certains de mes camarades, on en parlait comme ça, je souffrais véritablement de cette espèce de, comment je dirais, de non-coïncidence entre le langage et mon être même. Est-ce que vous auriez aimé dire, en fin de compte? Oui, ce qu'on cherche toujours à dire, ce qu'on n'arrive jamais à dire non plus. Alors, c'est à cause de ça, me référant toujours à la phrase que j'ai citée tout à l'heure, que vous avez décidé de devenir écrivain, c'est-à-dire de pousser l'étude du langage. Oui, bien, pour moi, être écrivain, c'était pas écrire, faire des livres, avoir son nom dans des revues, être célèbre, même dans son village. Ça ne s'est pas présenté comme ça. Je ne veux pas dire que par la suite, je ne me suis pas rendu compte de ces choses-là. Ça l'est devenu. Mais pour moi, être écrivain, ou écrire plutôt, c'était précisément essayer de trouver au moins un début de chemin vers un secret que je pressentais, que je pressens encore, et qui est tout à fait en dehors de la littérature, de l'art, que moi, parfois, j'appelle la poésie, ou que parfois j'appelle le fondamental, ce qui nous fonde vraiment dans l'être, ce qui fait que l'on est, non seulement que l'on est ce que l'on est, mais que l'on existe. Et donc, c'est quelque chose, il faut le dire, de l'ordre du spirituel, mais incarné, enraciné dans la matière. Et alors ça, écrire, c'était ça, et c'est encore ça. Déjà, à 15 ans, c'était votre conception. Ben, écoutez... Exprimé autrement, comme oui, je n'en avais pas de conception proprement dite. J'avais une espèce de désir. Une intuition, c'est la chose. Peut-être. Donc, vous avez pu poursuivre vos études en travaillant fort. Hein? Vous avez été débardeur, vous avez été manœuvre. Ah, ben oui, j'ai fait tous les métiers. Ben, c'était nécessaire. D'abord, il fallait payer les études, et puis, ben, il fallait vivre. Alors, donc... je travaillais, bien sûr, pendant les vacances d'été, mais aussi pendant les week-ends, si possible. Et vous travailliez physiquement en dur, fin hein? de journée, oui, je travaillais... Est-ce que ça vous était pénible d'être débardeur, par exemple? Non, vous savez, on se raconte bien des histoires là-dessus, parce qu'au port, déjà à l'époque, au port de Montréal, on était bien mécanisés. Alors, on s'est toujours dit que le travail de débardeur, c'était épouvantable, mais pas du tout. Même que parfois, on avait des bonnes périodes. Quand il y avait une cargaison de liège, ça allait bien. Ça allait bien, on se sentait tout léger. Non. Vous avez travaillé en usine également? J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé dans la démolition, dans la construction, enfin, toutes sortes de choses. J'ai été cireur de chaussures. Enfin, et pour vous, c'était normal? Vous ne semblez pas en parler comme étant des mauvais souvenirs? Ben, mes frères avaient travaillé, mon père travaillait, j'ai travaillé avec mon père, justement, parfois, dans les mêmes emplois, les mêmes endroits, en usine, ou même au port de Montréal. Alors, non, j'étais chez moi. Et vous vous êtes rendu... vous avez fait des études en France, vous avez étudié à la Sorbonne la linguistique, vous avez étudié l'art et l'archéologie également, oui, à Poitiers. Et là aussi, vous avez dû travailler. Je crois que vous étiez marié quand vous étiez étudiant là-bas. Oui, parce que j'avais une boursette. C'était la première fois que j'en avais une dans ma vie. Alors, nous sommes partis, ma femme et moi, sans enfant. Mais là-bas, on a eu un enfant.
Et puis, ben, ça coûtait quelques sous. Et puis la bourse, ben, elle était pour moi, mais ma femme n'en avait pas. Alors, il fallait même quand même qu'elle vive. Alors, bref, on n'arrivait pas, comme on dit. Alors, j'ai été obligé de trouver des expédients. Et bon, j'ai travaillé un peu. J'ai été précepteur de latin dans le 16e arrondissement. À Paris? J'ai enseigné dans un lycée un peu, oui, à Paris. J'ai fait aussi du travail manuel. Ça, je n'en ai jamais beaucoup parlé à Paris même. J'ai fait, vous savez, ce balayage des rues que font les Noirs ou que Vous avez été balayeur de rue à Paris? Oui, ou alors on aide le lavage du pavé. Oui. Et puis, j'ai même joué au poker. Ça, c'était... Jouer au poker pour gagner votre vie? Oui, mais remarquez que j'aime beaucoup toutes sortes de jeux. Oui, c'est-à-dire qu'il est arrivé qu'à un moment donné, j'ai rencontré des joueurs de poker. Ils m'ont dit, on va t'apprendre. J'ai trouvé ça amusant. Dès le début, j'ai fait un peu de gains. Je les ai mis de côté. J'ai dit, je continue avec ça. Et j'ai continué. Ça arrondissait un peu les fins de mois. J'ai joué pendant 1 an, souvent la nuit. C'est assez fatigant, je dois dire. Et vous avez perdu aussi, j'imagine? J'ai perdu, mais je n'ai jamais perdu ce que j'avais gagné au début. Ah bon? Ou alors ce que j'avais pu gagner un peu par la suite. Mais écoutez, brièvement, je là, jouais prudemment. Il y a le côté balayeur de rue aussi. Habituellement, c'est les Africains et les Nord-Africains qui font ça oui, à Paris. Qu'est-ce que ça vous a donné, ça, comme expérience de la chose vécue? Bien, je me suis rendu compte, remarquez que j'étais en France, moi, pendant la guerre d'Algérie. À part ça? Alors, oui. Alors là, je me suis bien rendu compte que non seulement les Noirs, mais les bicots, comme on les appelait, on leur donnait beaucoup de noms, les ratons laveurs, tout ce que vous voudrez, ben, étaient traités de telle façon. Je n'avais pas besoin de me faire de dessins bien élaborés pour me rendre compte de cette situation-là, vous savez. Mais par ailleurs aussi, je les ai... c'est assez étonnant. On s'imagine toujours que les humains qui sont dévalorisés et humiliés sont atteints dans leur être profond. Ça peut être vrai, ça ne l'est pas toujours. Hein? Non. C'est ces gens-là et chez d'autres avec qui j'ai travaillé parfois ou avec qui j'avais travaillé auparavant, des sous-ouvriers, si je peux dire le sous-prolétariat, c'est souvent chez ces gens-là que j'ai rencontré ce que j'appellerais l'inentamable. Un quelque chose, je n'ai pas de mots pour ça. Puis peut-être que c'est mieux qu'il n'y en ait pas de mots, parce que la publicité s'en empare un jour. Quelque chose qui n'est pas traversé. Il y a une espèce de noyau de lumière là, qui irradie, qui souvent s'exprime, on dirait de façon un peu grossière, mais c'est pas grossier au fond. Une espèce de joie, de bonheur, de saveur d'être. Vous avez failli dire bonheur. Oui, mais j'aime mieux dire saveur parce que ça se goûte, hein, même sur la langue. Et ça se goûte physiquement, ça. D'ailleurs, les contacts physiques sont plus nombreux chez ces gens-là que dans la société, les classes très sophistiquées. Ils sont plus chaleureux. On met des gants, oui, souvent, justement. Oui, c'est plus froid avec des gants. Mais c'est assez étrange. On a l'impression quand on pense à ces gens-là qui font ces travaux que les Français, généralement, ne veulent pas faire, qu'ici, on ne veut pas faire et qu'on essaie de faire par les autres toujours, que c'est des gens foncièrement malheureux. Foncièrement, non. Malheureux, oui. En ce sens que c'est quand même pas des gens privés de conscience. Ils peuvent sentir l'exploitation, l'injustice, enfin tout ce qu'on voudrait. Mais il y a quelque chose au centre là qui résiste. Il y a quelque chose au centre qui résiste, et c'est là que souvent certaines théories politiques se gourrent. Souvent. Vous parlez dans vos... Parce qu'il faut revenir à vous, l'écrivain. Je tenais à vous faire dire ça pour voir un peu sur quel fond vos idées sont assises. Sur ce fond-là. C'est ça. Et vous ne le niez pas, d'ailleurs, vous en êtes fier. Fier, non, c'est comme ça. Vous insistez toujours, ou on a l'impression que vous insistez justement sur l'homme quotidien dans vos écrits, même dans vos essais, sur la littérature, sur la vie, sur le sens de la vie, etc., sur l'homme humilié aussi. Pour vous, le rôle de l'écrivain ne semble pas du tout être un rôle à part, un rôle spécial, sûrement pas un rôle d'une élite. Oh non, absolument pas. Que ce soit l'écrivain ou ce qu'on appelle l'artiste, mot que je déteste, mais enfin, il est là, on va l'utiliser. Ou alors, en fait, tous ces rôles sociaux que l'on a, à mon avis, survalorisés pour toutes sortes de raisons, à mes yeux, ça ne compte pas. Écrire,
mais surtout dans des sociétés comme la nôtre, et vous le savez, vous, Wilfrid Lemoine, écrire, c'est un acte libre, c'est une décision que l'on prend, ça peut être ce qu'on appelle une nécessité intérieure, c'est peut-être là aussi faire beaucoup de pathos pour finalement quelque chose de très simple. Écrire, parler, s'exprimer, tâcher de communiquer, surtout l'incommunicable, autrement c'est pas la peine, eh bien, je dirais c'est l'affaire de tous et chacun. Parce que pour vous, c'est d'abord une recherche que cette écriture. Oui, c'est une recherche et qui comporte parfois heureusement des trouvailles, mais qui, à strictement parler, ne trouve jamais. Parce que l'écriture cherche plus que l'écriture. Oui. Le langage cherche plus que le langage. Moi, Ceci dit, vous n'êtes sûrement pas d'accord avec certains théoriciens actuels en linguistique, par exemple, et ailleurs. Oh ben, ma foi, c'est intéressant ce qui se fait en linguistique, mais non, je ne suis pas toujours d'accord. Je trouve souvent ça très tordu, inutilement, parce que pour moi, les choses les plus importantes, les plus essentielles, les plus fondamentales, sont finalement les choses les plus simples. Je ne dis pas les plus faciles. Le simple n'est jamais facile parce qu'il faut se décompliquer. Il faut se délester de soi-même, hein, s'alléger, et ça demande quand même un certain effort, surtout, bon, qui a surenchère à la consommation, au plaisir vite satisfait, et ainsi de suite. Mais pour moi, donc, c'est le plus simple qui est vraiment fondamental. Et le plus simple, c'est ce qui est ouvert à tous et chacun, encore une fois, et non pas à des élus ou à des choisis. Et pour moi, ce que l'on appelle les manifestations, les réalisations de l'homme les plus importantes, c'est pas réservé à quelques happy few, triés sur le volet, pas du tout, absolument pas. Vous voulez dire que même quelqu'un d'illettré pourrait être un très grand poète? Mais c'en est. Oui. Il s'exprime autrement, il se manifeste autrement, il n'a peut-être pas la publicité, tant mieux en un sens, il n'a peut-être pas la publicité que d'autres ont, mais moi, oui, pour moi, la poésie vécue, la poésie de l'existence, la poésie de l'âme, dans un corps, bien sûr, comme disait Rimbaud. L'en dessous et l'admirable. Oui, les deux. C'est vraiment pas quelque chose que l'on gagne et qui est réservé, encore une fois, à quelques-uns qui ont réussi à force de courage à s'y rendre. Allons un petit peu plus loin, si vous voulez. Je suis sûr que vous vous êtes fait souvent poser la question, qu'est-ce que c'est que la poésie? Et vous répondez à cette question dès la première page de votre essai Chemin faisant. Vous dites, qu'est-ce que la poésie? Pour moi, je ne sais plus, car j'ai déjà cru savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le passé, vous aviez l'impression que vous saviez ce que c'était, et que maintenant, vous ne le savez plus. Alors, quand vous saviez ce que c'était que la poésie, qu'est-ce que c'était? Je me donnais, je dirais pas des définitions, mais des espèces de descriptions. Pour moi, c'était un art de langage, où c'était cette pratique de la langue qui consiste à faire en sorte que parler ou écrire, à ce moment-là, il n'y a pas tellement de différence, ça, dans la perspective de la poésie, ça ne sert pas tellement, ça ne cherche pas à être utile. J'allais même jusqu'à dire que l'on communiquait pour ne pas communiquer. Ça a l'air un peu contradictoire, mais c'est un peu comme ça que je m'expliquais la poésie. Mais vous voyez, je la restreignais même au langage et à la langue. Et à l'intérieur de ce que je pourrais appeler la poésie de langage, je faisais encore des restrictions. Et puis par la suite, je me suis rendu compte que non, c'était pas ça. Et je ne savais plus tellement ce que c'était. J'essayais en quelque sorte de me remémorer profondément ce que j'avais vécu auparavant dans mon enfance, dans ma jeunesse, ce qui était toujours présent en moi. Et en particulier, bien sûr, c'est toujours important, la figure du père humilié, qui justement était non pas silencieux, mais muet. C'est quand même différent, qui était privé de parole, de langage, de la fête du langage et de la parole, et qui était condamné au travail, et au travail sans plaisir, ce qui est une aliénation. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a, je dirais pas détourné, mais m'a fait mettre en doute les
les descriptions un peu savantes. Vous avez voulu aller plus loin. On remarque d'ailleurs, je crois que je l'ai dit au début de l'émission, un sens de la fraternité très poussé dans tout ce que vous faites. Même en tant que critique, on se rend compte que ça semble... Vous n'aimez pas parler des livres que vous n'aimez pas et vous aimez beaucoup parler des livres que vous aimez, ce qui est différent. Il y a d'autres critiques qui sont exactement le contraire, qui aiment beaucoup pourfendre les auteurs. Donc, vous chantez l'amour, vous chantez l'amitié, la fraternité. Vous êtes à la recherche de ça, dans cette recherche même poétique chez vous. Mais par contre, vous proclamez que vous êtes un solitaire. Oui. Et vous admettez que vous êtes un solitaire, et vous semblez aimer ça, d'ailleurs, être un solitaire. Ben, j'aime ça, puis en même temps, j'en souffre. Il y a personne comme un solitaire pour souffrir de la solitude, là aussi. Ben oui, parce que on n'est pas solitaire comme ça du jour au lendemain. Je le crois pas, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une solitude qui est consentie de l'intérieur. Ce n'est pas une solitude qui est nourricière. Et ça, j'appelle plutôt ça de l'essolement ou de l'abandon, et ainsi de suite. Mais cette solitude dont je parle beaucoup, peut-être trop, c'est vrai, c'est une solitude qui m'est chère dans la mesure où, précisément, elle permet la venue, la présence de tout, non seulement de tous, mais de tout. Parce que moi, je tiens à tout, à ce qui est du règne végétal et même minéral et même les objets, n'importe quoi. Jeter un pot de confiture, c'est jeter un peu d'humain pour moi. Ça me fait quelque chose. C'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Je vous écoute et je me dis, votre solitude est habitée. Ben, dans la mesure où, précisément, comment dire, oui, c'est une solitude ouverte, pas nécessairement ouverte à tous les vents, mais vraiment ouverte, ce qui n'est pas facile, ce qui est souvent souffrant parce que parfois il vient personne. Et puis bon, ben, ma foi, c'est comme ça. Vous avez une phrase aussi dans Chemin faisant qui demande explication, je crois, quand vous dites « J'ai inaperçu l'essentiel ». Voilà tout à coup un homme qui nous invite à le suivre dans son cheminement et qui dit tout à coup qu'il s'aperçoit qu'il a inaperçu l'essentiel. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez inaperçu ce que vous appelez maintenant l'essentiel, c'est que vous savez maintenant ce qu'est l'essentiel. Ou vous en avez une meilleure idée que dans le passé. Je n'en ai pas une idée, j'en ai un sentiment, une sensation de toucher. Qu'est-ce que c'est? Pour vous parler franchement, Wilfrid, c'est la figure cachée de Dieu. Figure, je ne dirais pas que c'est l'être, cachée aussi, parce que pour moi, elle est cachée, voilée, et de Dieu. Je sais bien qu'on se donne toutes sortes de représentations de Dieu, mais c'est comme ça que je dois le formuler si je veux être direct, loyal et sincère avec les mots que j'ai. Mais c'est pas dans les nuages, quoique ça y est aussi, c'est partout. Mais c'est de préférence, bien sûr, dans les choses, dans les êtres, dans chaque personne humaine, dans les collectivités aussi, qui ont le moins, d'abord et avant tout, leur content d'être. Vous savez, comme on a son content de boire, de manger. Parce que pour moi, la figure de Dieu, j'insiste sur le mot figure, parce qu'on se le figure. Oui. On se donne des représentations. On ne sait pas ce que c'est. Soit pour le rejeter, ou soit, enfin, peu importe tout cela. Mais pour moi, elle est voilée. Et c'est pourquoi cet essentiel est toujours inapercevable, vraiment. Là où je vais vraiment l'apercevoir, pour revenir cette fois-ci sur un terrain plus terrestre, si je peux dire, en quittant les nuages, quand je dis que j'ai vraiment inaperçu l'essentiel, c'est que, c'est vrai, j'avais fait un bout de chemin à ce moment-là, et qu'on le veuille ou non, on est toujours situé dans des lieux, on est toujours plus ou moins assigné à des rôles sociaux, bien sûr. On n'y échappe pas, et je pense que je m'étais jusqu'à un certain point prêté à certaines nécessités pas fondamentales que comportent ces rôles sociaux. Comme par exemple, vous m'avez déjà dit que vous menacez de faire carrière
Oui, Et vous faites carrière comme professeur à C'est ça. l'université, tout ça. Hein? oui, ça c'est juste. Voyez-vous. Alors Mais- ça, c'est un des voiles, ça, devant l'essentiel. Mais plus profondément, disons pour écrire ou dans d'autres activités, comme je disais, j'avais inaperçu l'essentiel. Probablement qu'à un moment donné, sans trop m'en rendre compte, mais aussi en m'en rendant compte et en y consentant, j'avais commencé à faire un peu carrière. C'est vrai, on a un peu d'habileté, soit pour enseigner, enfin faire des choses que l'on répète souvent. Et cette espèce de recherche que j'ai nommée succinctement tout à l'heure, en parlant de la figure voilée, non pas cachée, mais voilée, un voile demi-transparent de Dieu, cette recherche d'un secret, mais d'un secret présent, vraiment en chacun et dans tous, je m'en étais probablement détourné. Et non pas que pour moi un être humain vaille par une figure autre que ce qu'il est. Je pense que ce qui nous relie tous profondément, c'est cette espèce de façon de se figurer ce que l'on appelle d'un seul mot qui fait encore problème, Dieu. Mais cette recherche-là de l'essentiel ou de Dieu, vous la faites surtout en écrivant, vous la faites par l'écriture, Ben, en essayant de vous rapprocher d'un lieu secret. jusqu'à un certain point, oui, probablement, c'est un peu dans ce sens-là que ça a prêté à confusion. Je sais, j'avais dit que bon, je tâchais d'écrire pour arriver à une espèce de silence. Non pas un silence suicidaire, non pas le silence de l'absence, mais une espèce de silence et qui vraiment contiendrait ou répondrait à tous ces trous, qui comblerait tous ces trous de langage. Parce qu'on dit souvent que, bon, la parole, le langage quotidien, c'est clair, c'est pas compliqué, on se comprend, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de langage plus noué, plus conventionnel, plus erratique que ce que l'on appelle le langage de tous les jours, le langage usuel. Il n'y a pas de langage plus télécommandé, on le sait très bien, quand on y réfléchit un peu. Et surtout quand on est dans des moments de vérité qui n'arrivent pas souvent, qui ne durent pas très longtemps d'ailleurs dans une vie humaine, on se rend compte, ne serait-ce qu'indirectement, que ce langage-là n'est pas vraiment un langage qui est nous. Merci, Jacques Brault.